Bonjour à tous, la musique m'a mis dans l'ambiance, ça parle de Jérôme, ça parle d'inflation. Écoutez, je suis dans mon élément, quel pur plaisir. Bonjour à tous, plein de choses, on va voir plein de choses. La macro, qu'est-ce que c'est passionnant, on n'a jamais vu autant de gens s'y intéresser. Moi, j'ai trop, trop hâte. On va essayer de décortiquer tout ça. J'en profite pour mettre un petit peu justement un rappel du contexte, mais je kikine directement. En gros, demain, on a une belle journée à surveiller, puisque on va avoir en fait les retours des noms de femmes paiement et le taux de chômage qui vont être officialisés par la Fed. On l'a vu donc de mon côté, vous l'avez vu aussi, je crois, avec Egri, mais c'est vrai que le chômage, selon moi, il est supposé augmenter en fait à partir de maintenant dans les prochains prints. Il y a des raisons qui font que déjà dans les sociétés privées, il y a des réajustements en ce moment pas mal. Il y a pas mal de licenciements. Il y a moins d'ouverture d'emploi aussi qui apparaissent de plus en plus. Et on a aussi un nouvel animal en ville, le Doge, hein, le département d'Elon Musk, qui effectivement fait un gros taf, surtout du côté de Washington, puisqu'on a déjà plus de 200 000 emplois qui sont apparemment partis depuis un mois. À l'étape où on est, je ne sais pas si tu as plus de data toi là-dessus, Aigri, mais il me semble qu'on est encore que sur les campagnes de départ volontaire de Euh, leur côté. Plutôt, plutôt, c'est pas encore, disons que pour le moment, c'est pas encore ultra actif en termes de. On est encore sur des trucs qui sont relativement classiques et pour le coup, ça avance pas très vite de ce côté-là, je trouve. Même si on en a beaucoup parlé, je trouve que ça tarde un peu. Faudra sûrement voir une fois qu'on aura passé un peu plus les prochaines semaines, les prochains mois, qu'on commence à peut-être tasser un petit peu les choses d'un point de vue macro, voir un peu comment ça avance, mais c'est vrai que pour le moment, c'est relativement calme. Ouais, c'est en plus, je pense que du coup, si c'est les départs volontaires, j'avais vu ça, mais j'ai pas réussi à remettre la main sur ce tweet-là. Mais qu'en gros, les départs volontaires, ils vont être payés, par exemple, pendant 3 mois, tu vois? Ils vont avoir des indemnités de départ. Mm. Ce qui veut dire que potentiellement, on les verra pas apparaître non plus tout de suite dans le print du chômage. Mm. Maintenant, le chômage, voilà, hein, c'est vrai qu'il avait commencé à bien up, en fait, sur l'année 2023 en allant vers 2024. Mhm. Ils ont réussi à le ralentir un petit peu vers la fin, en tout cas sur les données, parce qu'il y a eu pas mal de choses, qui ont évolué de part et d'autre. Tu avais aussi Biden qui avait créé quelque chose comme 800 000 emplois, fonctionnaires, je crois, vers la fin 2024. Quelque chose comme ça, ouais. Ouais, donc tu vois, ça nous a permis de marquer un petit peu un temps d'arrêt, en fait, sur la hausse du chômage et ça, ceux qui suivent, les formats macro chez Wen, vous le savez, c'est plutôt appréciable parce que un chômage qui skyrocket de manière générale, ça rime quand même souvent avec, Mm. une récession et là, ça va être un petit peu justement le sujet de l'épisode du jour. C'est est-ce qu'on va finir notre bull run dans ce mouchoir de poche, où on est en fait à la veille de voir des dégradations un peu trop importantes dans l'économie, aussi bien au niveau du chômage qu'au niveau de l'inflation au niveau des coupures des taux et cetera? Ou bien est-ce que en fait, ça commence déjà à nous rattraper un petit peu trop vite, quoi? Mm. Non, mais Donc c'est clair que là, on est un petit peu entre deux mondes. On est à la limite de ce qu'il faut pour que ce soit supportable pour le marché et que ce soit pas trop dramatique pour que les marchés ne paniquent pas. Et pourtant, je pense qu'à année plus un, on risque d'avoir quand même beaucoup, beaucoup plus de chômage, etc. On sait que généralement, la Fed, elle n'est pas connue pour être en avance quand ils baissent les taux et que généralement, c'est déjà trop tard. J'ai du mal à voir, ton graphe le montrait très bien en fait, j'ai du mal à voir comment on peut pas ne pas avoir un problème en termes d'emploi, en termes de croissance économique, etc. Quand on voit que historiquement, quand on a commencé à remettre du chômage, enfin que le taux de chômage remonte, c'est très souvent annonciateur de gros problèmes. Donc disons que pour le moment, on va essayer de terminer l'année d'une manière relativement propre, mais qu'à tout moment, il faut quand même avoir en tête que ça peut sentir très très mauvais et qu'il faudra aussi prendre les décisions en temps voulu si jamais il y a vraiment des conditions macro qui se sont dégradées très fort. Pour le moment, c'est encore ok, on va en discuter aujourd'hui, mais on est vraiment entre deux mondes. On est à la limite d'une de catastrophe. l'acceptable. C'est ça, exactement. Mmh, mmh mh. C'est vrai que et là, on commence à voir un petit peu, sur les marchés des craintes, hein, qui se réveillent, de part et d'autre de ce côté-là et on va vraiment avoir besoin que le marché, il reste convaincu du narratif du soft landing si on veut avoir l'occasion de finir ce cycle, en fait, en beauté, je pense. Absolument. Hem,
parce qu'il y a un gros sujet aussi. C'est vrai que est-ce que je le lance sur la table maintenant ou pas, Aigri? Bah, tiens, tu peux Euh, le, commencer. le sujet du quantitative easing, en fait. Mm. Le truc, c'est qu'on nous dit beaucoup, en tout cas dans le CT, je le vois beaucoup passer, QE arrive, le QE va venir nous sauver, etc. Et il y a quand même quelques degrés de nuance à ajouter à ça, Mm. particulièrement dans la posture de Powell actuelle. Mais si tu veux commencer peut-être un petit peu sur ton take là-dessus, puis je passerai le mien un petit peu après. Euh, la question relative au QE, pour moi, elle vient surtout du fait que 2020, enfin, cycle de 2020-2021, c'est ce qui nous a permis d'avoir les performances qu'on a connues sur le marché crypto. Donc, fondamentalement, les gens, ils ont associé le QE égal on va faire beaucoup d'argent, ce qui fondamentalement est vrai. Sauf que à l'heure actuelle, on est très très loin d'un environnement dans lequel on verra autant de liquidités injectées dans le marché que ce qu'on a connu sur le cycle de 2021, j'en parle pas, mais même sur des cycles type 2017 ou 2013, on a vu de la liquidité en quantité beaucoup plus importante que ce qu'on voit aujourd'hui sur ce cycle-là. Et un QE, pour redéfinir ce qu'est un QE c'est de l'impression monétaire. Du coup, je disais, pardon, que revoir un QE sous la forme de 2021 à base de grandes émissions monétaires, ça me semble compromis. Enfin, ça n'arrivera pas, sachant que Powell, il a dit on ne fera pas de QE le temps qu'on n'a pas les taux à zéro. Donc, ne serait-ce que ça devrait mettre de l'ambiance pour tout le monde. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des émissions de liquidités, parce qu'il y a d'autres mécanismes qu'on connaît bien et que tu connais très bien, Mo, et je pense que les auditeurs aussi le connaissent, qui est notamment le TGA, mais également les relations entre le dollar et le global M2, la monnaie, la monnaie, les liquidités du système qui peuvent arriver dans les marchés financiers les plus rapides. Euh, tout ça, c'est des trucs qui peuvent arriver, mais un QE, comme on l'a vu en 2021, il faut se l'enlever de la tête. Parce que, un, ça évitera des déceptions si jamais ça n'arrive pas. Et deux, c'est pas très sain de baser son investissement sur quelque chose qui est à peu près sûr de ne jamais arriver. On va pouvoir Hmm, discuter carrément. de toutes les liquidités qui peuvent arriver et de comment elles peuvent arriver, mais un QE comme on l'a connu, il faut l'enlever de la tête. Ça, je suis 100% d'accord. Pour moi, c'est presque devenu le mot interdit vis-à-vis de Jérôme Powell. Parce que en fait, ça fait 2 ans qu'il lutte contre l'inflation. Donc aujourd'hui, on commence à voir les effets qui sont en train de nous rattraper à toute vitesse. Mais il faut voir d'où est-ce qu'on vient. On a fait toute cette hausse-là de fin 2021 sur un moment en fait où on était encore à des taux très très faibles. La Fed a réagi tardivement. Elle a commencé à cut ici à peu près. Et les effets, ils ont mis beaucoup de temps à arriver. Mais maintenant, on est resté en pause et on restait en pause sur des taux élevés en faisant, entre guillemets, comme si l'inflation était encore un problème. Pour moi, et j'en ai parlé au cours des derniers épisodes de Macro, elle est plus du tout un problème. Et ça fait depuis longtemps, parce qu'en réalité, depuis que tu as marqué un peu ton premier bottom ici, oui, tu as eu des rebonds, oui, tu as été un peu ta période de consolidation, mais overall, on est quand même toujours en train de se diriger à la baisse. Et ces derniers temps, c'est même plus une baisse, c'est un littéral nuque. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qui cause pas mal de craintes sur le marché. On est très content de voir une inflation qui baisse. Et moi, j'étais le premier à dire, ne serait-ce qu'au mois de février, quand on a vu le drop, où on était... alors attends, je reprends Trufflation que j'ai sous les yeux. Quand on était tout pile à 2% en février, j'étais en mode, bah ok, bah c'est bon, c'est acté, l'inflation va baisser, c'est cool. Et le drop, par contre, à 1,5%, j'avoue que le marché l'apprécie moyennement parce que on craint justement qu'on tombe dans le côté négatif de l'inflation, c'est-à-dire presque une déflation, et qu'on arrive vraiment dans une récession économique où on arrive tout simplement à ne plus sortir la tête de haut. Et c'est un peu ce qu'on disait au début du stream, c'est qu'on n'aimerait pas tomber dans la barrière du en fait c'est trop et on est déjà en récession. Et elle est là toute la fine limite qu'il va falloir trouver et qu'il va falloir continuer d'analyser. Et c'est des considérations que la Fed aussi doit prendre en compte. Et est-ce qu'ils vont être suffisamment réactifs pour le faire? C'est encore un autre sujet, ça. Clairement. Notre point d'espoir, il réside peut-être dans le lag entre l'interprétation des données de la Fed et les données de l'inflation, puisque je reprends le calendrier, il me semble que c'est la semaine prochaine qu'on Oui, a j'ai le oublié. CPI qui arrive. Donc, notre CPI, il va arriver avec un lag environ 45 jours, d'après Trueflation. Ce qui veut dire 13 mars, moins 45 jours, c'est quoi? Fin janvier?
fin février, fin janvier, C'est ouais. On devrait être encore dans les prix dans ces eaux-là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais. Oui, pardon, j'ai eu un doute, mais c'est ce que j'avais déjà dit. Oui, c'était le fait qu'on allait sûrement voir là quelque chose comme 2,6 pour le mois de mars, du coup, pour l'inflation du mois de mars qui concerne les chiffres entre janvier et février, et qu'en avril, on allait voir vraiment le drop à quelque chose comme 2%. Euh, et après, mai, juin, juillet, on verra d'ici là. Mais ça donnera la tendance. Déjà, je pense que ne serait-ce qu'un Att- chiffre à att- 2,6, pas de problème. Je disais oui que du coup, potentiellement, alors c'est que les estimations qu'on peut faire, on verra une inflation officielle sûrement dans les 2,6 pour le mois enfin de là pour le mois de mars. mars. Ce qui sera ok. Enfin, j'ai bon espoir que le marché apprécie ces chiffres-là parce qu'ils seront pas trop violents. Dans le sens où 2,6, disons qu'on verra un drop, on passera de 3 à 2,6, ce qui montrera quand même qu'on va dans le bon sens plutôt que dans le mauvais, ce qui diffère de ce que les gens pensent. Typiquement, je pense que tu vois souvent passer toi aussi les attentes des consommateurs en termes d'inflation, où on est Ouais, complètement décorrélé. Les ouais. consommateurs pensent qu'on va avoir une inflation à quelque chose comme 5-6% prochainement, alors que Trueflation et les attentes qu'on en tire sont vraiment aux opposés. Donc, j'ai plutôt bon espoir que ce soit pris positivement. Et après, par contre, quand ça concernera les 2% et peut-être même les 1,5% d'inflation officielle, si jamais le taux reste comme ça, là, par contre, peut-être que le marché peut prendre vraiment plus peur. Mais ça concernera peut-être quelque chose comme dans 2 ou 3 mois, peut-être pendant l'été, où on aura peut-être des craintes qui seront plus importantes. En tout cas, à court terme, j'ai relativement quand même bon espoir hein, que ce soit positif sur les marchés. Pareillement. Je suis sur le même take et c'est ce sur quoi j'ai essayé un petit peu de préparer les gens quand j'étais sur les précédents formats macro. En plus, on le mettait en parallèle d'un setup de trade qu'on voulait prendre chez Wen qui était sur un cycle low. Et donc, c'est de se dire que là, potentiellement, il faudrait vraiment qu'on ait bottom, qu'on continue, qu'on aille dans le vert et qu'on marque bien qu'on a envie d'y aller pour de bon. Mm. Pour avoir le droit effectivement à quelques mois de hausse qui pourrait être accompagné dans un premier temps d'une embellie sur l'inflation, ce que tu mentionnais, un print à peut-être 2,6 ce mois-ci, peut-être à 2,20, 2 lors du mois prochain, quelque chose comme ça, peut-être 2,30. Mm. Donc déjà, ça te donnerait au moins 2 prints où tu es relativement tranquille. Et on verra comment la Fed, elle retransmet aussi ce nuke, parce que je ne sais même pas si elle le transmettra avec autant de force. Mais on pourrait avoir 2-3 prochains prints inflationnistes qui vont dans notre sens et qui devraient un peu apaiser le marché. Et ça, j'en ai parlé aussi dans la newsletter et dans un tweet que je faisais ce week-end. Du même côté où je reprends du coup le chômage, c'est pareil, on a une zone de tolérance un petit peu. Je pense qu'on peut tolérer un petit peu un rehaussement du chômage. Et dans un premier temps, l'idée, en tout cas celle que je m'en faisais, ce serait que un print un peu plus négatif sur le chômage, une inflation en baisse, en principe, tant que c'est mesuré, le marché devrait l'apprécier en se disant, bon, voilà, Powell n'a plus trop le choix. Aujourd'hui, déjà, le marché commence un peu à repricer son histoire de cutting. Il y a un mois ou deux en arrière, on était pricé que pour une coupure et elle était en octobre. Mm. Maintenant, on s'est avancé en juin, Mm. où là, on a une probabilité un peu plus élevée de voir le cut. Malgré tout, c'est pas fait, c'est pas fini. Ça se reprice tous les jours. Au CME, c'est des professionnels et c'est un marché où ils reprice en permanence en fait bien le potentiel de cette coupure des taux. Et c'est vrai que voilà, vis-à-vis des données qu'on vous a données avant, il faudrait vraiment que on ait ce scénario où la Fed prend le temps de tempérer, de compresser ces données qu'elle ne nous arrive pas sur le coin de la gueule en fait dès la semaine prochaine quoi. Et a Mm. priori, ça devrait aller vis-à-vis de ce qu'on vous évoquait, pour nous laisser au moins quelques mois de répit, un moment à partir duquel peut-être qu'on peut renvoyer les marchés, aller chercher une hausse avant l'été. Et là, on va rejuger un petit peu de la situation. C'est un peu comme ça aussi que tu as tendance à le voir, j'ai l'impression, Aigri. Ouais, 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 relativement en phase là-dessus. Euh, Enfin, soit je suis un éternel optimiste qui me met le doigt dans l'œil, et dans ce cas-là, je mangerai une correction pas prévue comme tout le monde, mais j'ai plutôt tendance à me dire que, ok, pour le moment, j'ai plutôt l'impression qu'on voit le narratif de la peur se mettre en place plutôt que des vraies données qui peuvent appuyer ça.
Par contre, dans 2 à 3 mois, ça peut être totalement le contraire, ou ça peut être vraiment des données qui vont être très mauvaises, avec une inflation qui serait peut-être justement trop réduite, peut-être un chômage qui sera plus important que ce qu'on imagine, et que vraiment on commence à se rendre compte que ça va pas très fort et qu'il va falloir baisser les taux peut-être plus rapidement. Et à partir de là, on jugera de ce qui est pertinent à faire sur les marchés en fonction des datas. Mais là, moi, sur les prochains mois qui arrivent, je reste vraiment confiant, contrairement au mois de janvier où c'était vraiment tout le contraire, hein. Où en janvier, c'était vraiment le narratif de l'inflation est à 3%, on va jamais baisser les taux, il y a les taxes de Trump, etc. Où là, c'était vraiment un contexte macro qui donnait absolument envie à personne d'investir, de faire monter des marchés ou quoi aux caisses. Tandis que là, je me positionne quand même plus sur le fait qu'on va avoir des catalyseurs relativement sympas, euh, pour le peu que ça se détériore pas trop vite non plus. Et du coup, voilà, le cycle low, donc comme je vous disais, qui a tendance à se répéter sur cette période-là. J'en parlais avec Romain un peu plus tôt dans la semaine, mais c'était de se dire si on a vraiment fait en fait le bottom sur cette période, parce qu'on est pile poil dans la fenêtre. En fait, la fenêtre, c'était fin février, début mars. En principe, il y a setup de longue et qui matcherait pas trop mal en fait avec le portrait macro qu'on essaye de dépeindre, c'est-à-dire un peu de up potentiellement jusque mai-juin, mai-juin qui pourrait être, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, la période où on va avoir des inquiétudes qui vont arriver peut-être du côté du CPI, peut-être du côté des coupures des taux. Et c'est là où être un petit peu alerte en macro et essayer d'être toujours dans ce qui se passe demain et non pas maintenant avec les news peut vous aider parce que pour moi, il y aura un vrai enjeu de commencer à prendre des profits sur ces périodes-là. Clairement, clairement. Complètement d'accord, surtout que je peux peut-être partager Bien sûr, bien sûr. quelque chose, parce que en plus du cycle low que tu décris, qui est une analyse que je connais beaucoup moins, donc je vais pas je vais pas me dire expert dans ce domaine-là ou quoi aux caisses, mais disons qu'en fait le setup qu'on a vu actuellement, c'est un peu le même setup qu'on a vu pendant l'été en fait. Ou pendant l'été, ce qu'on a vu, ce qui a causé la plus grande part des craintes, c'était quand même le fait qu'on ait la Banque du Japon qui avait levé ses taux, qui avait causé donc les cap trades, qui nous avait envoyé de 70 à 48 000 sur Bitcoin, quelque chose comme ça, où ça avait été levé d'une manière un peu inattendue. Et quand généralement la Banque du Japon lève ses taux, euh, ça impacte les relations économiques et financières dans le sens où généralement les gens vont emprunter du yen pour ensuite aller faire plein d'argent avec autre chose. Et généralement, après, quand ils ont relevé les taux, eh ben, les gens, ils ont vendu leurs actifs en dollars parce que ça commençait à être moins rentable. Et ce qu'on a vu là depuis décembre, c'était encore une fois une nouvelle levée des taux de la part du Japon. Donc en fait, on est dans un contexte qui est relativement similaire à ce qu'on a vu au mois d'août, où on n'a pas eu la crainte de carry trades dans le sens où on connaissait déjà le fait qu'ils allaient le faire, mais plutôt qu'on voit quand même un sell-off sur les actifs en dollars, sur les cryptos, sur le SP500. De toute façon, je vous apprends rien, hein, sur le SP500, on est relativement dans un range et on a pris, mince, pas la bonne, tac, et on a pris relativement notre tarif aussi de ce côté-là. On a pris moins 6%, là où pendant l'été, par contre, on avait pris, j'ai regardé hier, on avait pris moins 10%. Donc je me dis que même si on doit enfoncer un petit peu, c'est pas encore dramatique, mais encore une fois, il faut pas que ça rentre dans le too much et que vraiment on commence à se dire, ok, non, on rentre en récession du côté US, il y a la guerre en Europe, etc., etc. Ce qui impacte après évidemment le cours du gold, hein, qui est le seul actif qui ne connaît pas la crise pour le moment, parce que les gens ont quand même vachement peur de ce qui peut se passer. Donc, encore une fois, il faut trouver le juste milieu et c'est pas facile à l'heure actuelle et il y a beaucoup de considérations à prendre en compte. Clairement. Clairement, et en plus, c'est vrai que on est dans un environnement vraiment spécial avec récemment encore le dollar qui montait, avec les actifs à risque qui montaient, avec l'or qui montait, où tu commences à te dire, bon, techniquement, sur la map, d'ici quelques mois, on va savoir lequel d'entre tous mentait cette fois. C'est ça. Et ce sera vraiment. C'est pour ça que
le monitorer, tout ça en l'anticipation, je pense que c'est vraiment la clé. Malgré tout, je rappelle, il y a beaucoup de termes voilà, qui peuvent être un petit peu inquiétants et c'est pas du tout le but de l'épisode puisque Aigri et moi-même sommes plutôt du côté optimiste. Maintenant, il faut voilà, essayer de rester aussi clair et rationnel dans la situation actuelle et se dire dans quoi on risque de se retrouver effectivement si le marché part pour le plus mal dans les mois qui arrivent. Et auquel cas, là, il faudra me dire si la vidéo elle repasse bien à l'écran aussi, les gars de votre côté. Euh, mais auquel cas, c'est la question que je me pose. Et ça je sais pas si tu as un petit peu un take là-dessus, parce que toi, je sais que tu aimes beaucoup en fait, le rapport avec les liquidités et la question de, en gros, en toute logique, si on devait vivre un cycle normal, par exemple sur Bitcoin, ok, on a peut-être ce cycle low qui tient, on se referait un pump un peu semblable au précédent. Il y en aurait un prochain qui, si on tenait la durée, serait potentiellement jouable. Mais c'est vrai que là, avec le côté macro, j'ai On l'impression dit que le que non, timing ça va plus dans le chat. va nous coincer. Ah putain. Aïe, aïe, Mais, aïe, aïe, aïe. mais en termes de liquidité, ouais, ça a été moi beaucoup ce qui m'a permis de sortir un peu quand ça commençait à sentir mauvais. J'ai pas été très en avance sur le respect de mes analyses, j'ai plutôt été relativement en retard. Par contre, oui, j'avais mis la liquidité vraiment, vraiment au cœur de ce que je regardais. Et que quand on regarde ce cycle crypto, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus clair que ce qu'on avait avant. Parce qu'avant, quand tu regardes un peu les cycles type 2017-2021, je vais peut-être repartager mon écran pour montrer aux gens. Tac, tac. Hop, je vais passer en weekly de mon côté. Voilà. Donc le total en haut et le M2 en bas. Disons que là où ce que je disais justement en début de stream, c'est que alors mon historique remonte pas suffisamment tôt, donc je peux pas vous montrer pour cycle 2013, 2014, etc. Mais on voit quand même que la hausse sur le M2, elle se fait quand même de manière linéaire. Et surtout apparaît à partir de 2017-2018. Là encore une fois, c'est ultra linéaire. On voit vraiment des liquidités qui montent et on voit un cycle de 2017. Hop, on va zoomer un petit peu. On voit un cycle de 2017 qui est en fait très linéaire. Hop, tac. Et après, même si on n'est pas obligé de perdre sur le M2, mais le fait d'avoir des liquidités qui restent constantes, ça fait que on a quand même pris un bear market parce que pour faire monter les prix, il faut plus de liquidités. C'est pas parce que on reste flat que ça monte. Et après, on a connu 2021 où là, c'est vraiment du up only de chez up only où on a vraiment imprimé pendant des mois et on a connu l'impressionnante montée qu'on a vue là. Et par contre, sur ce cycle-là, on est beaucoup, beaucoup plus dépendant de, en fait, des apports de liquidité. C'était déjà quelque chose quand j'ai commencé ma chaîne YouTube où j'ai commencé à faire un focus là-dessus, où j'ai fait sortir une vidéo, je crois, en août 2024, où je montrais les relations entre la liquidité, les taux d'intérêt et les hausses de Bitcoin. Et s'il y a vraiment quelque chose que j'ai voulu mettre en avant, c'était le fait que le halving du Bitcoin n'influait pas, ou en tout cas n'est pas quelque chose selon moi qui est pertinent dans le fait de dire qu'on a des cycles crypto. Pour moi, c'est juste que les cycles crypto réagissent très très bien à des cycles macro et des cycles d'injection de liquidité plus que le Bitcoin réagit en fait au halving. Et on sait que Satoshi avait lancé Bitcoin après la crise 2008. C'est sûrement quelqu'un qui avait Des notions économiques importantes. économiques, voilà, et de finances sûrement très intéressantes. Et le fait qui le lance juste après 2008, etc. Pour moi, c'est lié aussi à ces connaissances-là et il y a sûrement des relations qui sont à jouer là-dedans. Mais si on prend juste par exemple le cycle de notre cycle actuel 2023, 2025, voilà, on voit quand même qu'on a eu d'abord une impressionnante hausse entre 2022 et 2023, qui par contre s'est un peu fait tarder à se faire ressentir, parce qu'il n'y a pas que la liquidité à prendre en compte, il y a aussi le fait que la Sentiment de crypto à ce marché. moment-là, c'est pas ce qu'on a envie d'acheter, etc. Donc ça prend un peu de temps à se mettre en place. On voit même qu'on a grosso modo une grande, grande baisse ici, qui en fait coïncide un peu à ce qu'on a vécu sur l'année 2023, où en fait on reste flat, relativement flat, disons tout ça. Et après, par contre, on rattrape notre retard sur la liquidité qu'on n'a pas mangé ici et ensuite on remonte. Par contre, à partir de ce moment-là, on voit que c'est ultra clair selon moi avec des couleurs. On a un M2 qui reste complètement flat ici et c'est l'énorme correction qu'on a mangé en 2024 où on s'est vraiment emmerdé.
Ensuite, on voit une phase de hausse, hop, et on voit, mince, tac, une phase de hausse ici. Et en ce moment, on est plutôt dans la phase corrective que moi que je redivise en plusieurs phases parce que ça, disons que ça me permet de le mettre à jour de manière plus régulière. Mais on pourrait voir cette phase violette et rouge comme une seule et même phase dans laquelle on est plus ou moins en train de s'extirper. Pour moi, la phase violette, elle est terminée à peu près dans ces moments-là et on est plutôt aujourd'hui en train de voir la latéralisation ici sur le prix. Hop, si je rezoome peut-être un petit peu, on voit ici une latéralisation et c'est ce qui me fait dire qu'on va vers des temps plutôt radieux pour les prochains mois. Quand on couple ça avec les interprétations qu'on peut tirer de l'inflation, etc., etc., pour moi, les briques s'emboîtent de cette manière. Et après, peut-être que le M2 est voué à stagner comme ça pendant un an. Si jamais on part en récession, ça peut encore stagner pendant longtemps, etc., etc. Et à partir de là, il va falloir mettre à jour les données. Mais en tout cas, pour les prochains mois, c'est plutôt le type d'analyse que moi je tire de la liquidité. Et s'il y a une chose que je mets vraiment au centre de mes analyses, c'est vraiment le fait que la crypto n'est pas indépendante des conditions macro, de la finance tradi et, euh, et de tout ça. Eh ben, ouais, c'est très très intéressant, effectivement, ce rapport à liquidité avec la crypto et potentiellement le fait qu'on a imbriqué le Bitcoin dans tout ça et c'est peut-être plus le Bitcoin qui est calé sur les cycles éco qu'on ne le pense. Ce sera une métrique aussi à garder en tête à l'avenir parce qu'à un moment donné, si le cycle éco en fait change pour une raison ou X ou Y, bah, ce sera peut-être un moment aussi où on pourra jeter notre cycle de 4 ans à la poubelle Mm. parce que les codes, les règles auraient changé aussi. Et IMO, c'est possible qu'on passe à travers ce genre de choses, surtout peut-être dans un environnement comme on pourrait avoir avec les dangers qui pèsent et le fait que la Fed doit intervenir, par exemple, dans une période où habituellement, bah, c'était le moment où là, on n'est plus très loin, en fait, si tu prends à 4 ans d'écart, par exemple, de la période où elle a commencé à resserrer, en fait. Elle a commencé à ralentir un petit peu, elle a commencé à baisser les taux. Une question intéressante de Fiboléo qui nous dit qu'est-ce qui fait que l'inflation chute si brutalement. Donc ça, j'en parlais moi personnellement dans les derniers épisodes macro. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des premières en ce moment, c'est le prix du pétrole qui sont en train littéralement de bien chuter et qui est en fait peut-être aussi au bord du plongeoir, c'est-à-dire si tu perds cette zone, tu vas commencer à baisser très fortement. Dans l'indice de consommation, en réalité, ben, en fait, le pétrole, il représente une grosse part, si tu veux, de la métrique de l'inflation en tant que telle, et il représente aussi un témoignage un petit peu bah, du côté de la demande, parce qu'en réalité, quand ton pétrole il chute, c'est aussi peut-être que ta demande elle chute, et elle chute peut-être pour des raisons bah, qui s'expliquent dans le secteur privé, comme des chevrons qui coupent 20% de leur force de travail sur un plan comment dire, un plan d'économie de la société. Le fait que dans les vraies statistiques, et je ne te parle pas de celles que Jérôme il nous présente, qui sont un petit peu améliorées pour aller dans le sens de la Fed, bah, les ouvertures d'emploi, elles sont aussi en chute libre depuis des semaines et des mois. Et ça, c'est des choses qu'on va voir aussi se refléter. Dans le même temps où tu as des particuliers qui sont littéralement en fait en train de se faire détruire par les taux d'intérêt qui sont en place depuis maintenant 2-3 ans. Et ça, tu vois un petit peu bah, les niveaux d'endettement actuels avec les taux en vigueur et tu commences à voir des choses arriver comme bah, des taux de défaut de paiement sur les emprunts de voiture, sur les emprunts de maison, qui Mhm. sont à des niveaux historiquement élevés en fait. Et ça, je le mettais aussi en parallèle du côté de la season. Attention à vos attentes parce que ce cycle, on a vu qu'il y a eu des très très bons effets sur Bitcoin, mais potentiellement parce qu'il a ouvert ses portes aussi à la finance tradi, et c'est pas trop les particuliers qui ont porté ce cycle, si ce n'est aller faire un peu les cons, on va dire, sur Solana et tout. On n'a pas vu de choses encore merveilleuses et d'alt-season à l'image de 2021. Et ça, c'est des choses qui expliquent en partie pour ça. Aux États-Unis, on a vu que le coût de la vie ces dernières années, il a quand même explosé. Il y a beaucoup de particuliers qui ont dû limite des fois empiler des 2-3 jobs pour essayer de subvenir à leurs besoins. Et si tant est qu'ils y arrivent. Et bah, voilà, tout ça, ça dresse un petit peu un portrait de tu as une économie qui ralentit en fait. Et c'est pour ça aussi que on en parlait un petit peu plus tôt avec Egri. La coupure des taux, la manière dont elle sera faite, en fait, sera littéralement clé parce que des coupures qui opèrent dans des périodes où en fait l'économie se détériore, c'est-à-dire des moments où le chômage augmente,
des moments où, en 2007-2008, je crois qu'on était passé aussi légèrement en déflation de ce Oui. côté-là, où la demande se tarit. Et ben, c'est des moments en fait où inévitablement tu pars en récession à mesure que la Fed cut les taux, parce qu'elle les cut pas dans une économie qui se normalise, mais elle les cut dans une économie qui se contracte. Et c'est pour ça que les effets peuvent être aussi néfastes. Voilà, c'était pour répondre à la petite question de Fiboléo. En vrai, les taux d'intérêt gonflés au tribulus ont bouffé le peu de reste d'épargne des classes moyennes. Et bien, c'est exactement ça, quoi. En 2021, on avait quand même la chance d'avoir des particuliers qui étaient payés pour être à la maison Mhm. avec des chèques du gouvernement. Les taux d'épargne étaient quand même assez élevés. Forcément, ils ne pouvaient plus sortir de chez eux, donc ils ont fait moins d'activités à l'extérieur. Et ils étaient peut-être plus enclins à parier sur des marchés à risque, histoire de s'occuper un petit peu à la maison, etc., quoi. Donc si tu augmentes encore, tu coupes des têtes. Je pense qu'il parle des taux d'intérêt et Ouais. littéralement c'est ça. Et d'ailleurs, si on extrapole un peu, parce que là pour le moment on est plutôt, toi et moi, positifs sur les prochains mois qui viennent, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête et qu'il faut rappeler aux gens, c'est qu'à année plus un, je pense qu'on vivra sûrement un des bear markets les plus durs qu'on pourra voir. Parce que si on met tout bout à bout, à l'heure actuelle, disons que on commence à voir qu'il y a des petites cassures à droite, à gauche, et que l'économie commence à vaciller, quand tu mets la hausse des taux, enfin pardon, la baisse des taux, la hausse du chômage, les taux de délinquance, enfin les taux de défaut sur les paiements, etc., sur les emprunts, et que tu mets tout ça bout à bout, en fait, tu te retrouves dans une situation où fondamentalement, il faut être très clair avec les gens, c'est que je pense vraiment qu'on ira vers une crise. Alors une petite crise, une grande crise, une moyenne crise, ça j'en sais rien parce que j'ai pas de boule de cristal. Par contre, je pense qu'on verra vraiment un ralentissement éco euh, à terme, à année plus un, année plus 2. Et c'est même pas une question d'être pessimiste, c'est une question qu'il faut être vraiment, je pense, rationnel, réaliste sur le fait que il y a un moment où, si jamais vous n'avez pas fait d'argent dans le marché crypto parce que vous avez pris des mauvaises décisions ou de quoi ou qu'est-ce, il va falloir couper des pertes, etc. Parce que je pense qu'on peut aller vraiment dans un monde où, si jamais on se rend compte que l'économie n'avance plus, etc., ça peut vraiment ralentir de manière très forte. Et à partir de là, peut-être qu'on aura un catalyseur avec un QE, comme on disait plus tôt, ou des baisses de taux où on serait à des taux à 0%, type 2008, en fait, j'ai envie de dire. Où on est vraiment Clairement. dans un tel marasme qu'on a besoin de relancer fort, en fait. Bah, je suis du même avis, hein. Je suis du même avis vis-à-vis du portrait qu'on a dressé avant, une économie qui se contracte, la Fed qui potentiellement, avec le recul, on jugera ça comme une erreur politique majeure en fait, d'avoir maintenu les taux aussi élevés aussi longtemps, parce que là, on est potentiellement en train de se manger l'effet de rattrapage violent et qui arrive de part et d'autre avec des plans de licenciement, etc., etc. Maintenant, faut rationaliser aussi un peu le truc. Les marchés, ils peuvent être des fois irrationnels très longtemps. Et clairement, on l'a vu encore récemment. Je veux dire, tu as l'indice allemand, là, le DAX, qui est littéralement en ATH, alors que l'Allemagne, je crois qu'elle est littéralement en récession. Oui. Et les marchés ont aussi un peu ce côté irrationnel en ce moment. Donc, l'ajustement, il est clair, je pense qu'avec la liquidité, comme tu la monitores, te donnera des pistes. Il y a aussi voilà, ce côté, euh, le prime de l'inflation. Parce que la vraie zone de mort, en fait, de tes marchés boursiers, c'est là où je te rejoins 100% en fait, Aigri, c'est que si on se dirige vraiment là où on pense qu'on va, et là on a l'air d'être assez aligné sur la pensée, c'est que c'est pas impossible de voir un CPI qui commence à passer côté déflationniste. Et la déflation en tant que telle, elle aura des conséquences majeures. Parce que oui, certes, Powell va baisser les taux, les mettre à zéro si tu veux. Oui, il remettra peut-être un coup d'imprimante, etc. Mais on rappelle, encore une fois, tout ça, ça a des effets. Il va sortir son imprimante pour lutter contre des effets qui sont lagging. Lui, il lutte contre des effets qu'il a mis en place dans cette région-là qui sont en train de nous arriver maintenant, en fait. Et qui vont faire que potentiellement ton CPI il va passer côté négatif de la barrière. Et je pense que le risque aussi, c'est d'assumer que Powell va péter les plombs à nouveau sur l'imprimante, en fait. Comme au temps du Covid, alors qu'il a peut-être moins de souplesse qu'en 2020, en fait. Bah, disons que et en fait, il y a un moment où on va se rendre compte qu'ils ont du retard. Alors, soit on va s'en rendre compte, ils ont du retard, genre maintenant, et
il va y avoir des discours en mode ok, on a pris conscience que on a peut-être un peu trop tardé, etc., etc., et on va baisser un petit peu plus rapidement les taux parce que on pense que les datas sont bonnes, et il a un discours rassurant dans ce cas-là, et dans ce cas-là, ça peut très bien aller. Ou alors, on attend vraiment ton dessin rouge où c'est vraiment, vraiment la catastrophe. Et dans ce cas-là, ça se fera pas avec le sourire, mais plutôt dans la douleur. Mm. Donc, il y a beaucoup de choses à monitorer. Et pendant qu'on parle, tu vois, on a eu les datas du chômage, et c'est des datas qui vont plutôt dans notre sens, avec un peu plus de chômage que prévu, un petit peu moins de postes, enfin, un petit peu plus de chômage que prévu, et donc c'est plutôt positif, plutôt positif. En tout cas sur les jobless claims, et après les initials qui ont augmenté. Donc c'est des datas en demi-teinte, mais encore une fois, on est dans un environnement où on voit quand même qu'on a des ralentissements, hein, Mm. mine de rien, et des datas qui devraient nous laisser positifs, en tout cas à court terme. Bah, on a ouais, cette chance un petit peu que la Fed travaille vraiment avec des données qui sont lagging, en tout cas si tu Mm, les compares par exemple à la Trouf, clairement. parce que c'est ce qui nous donne éventuellement ce zeste d'optimisme, Mm, puisque bah voilà, on devrait avoir le temps de digérer ça pendant encore quelques prints, idéalement, quoi, avant que les marchés commencent à s'affoler en parallèle, parce que si on passe vraiment en fait sur ce côté de la barrière, le risque il pèse sur le dollar en fait. clairement. Là, pour l'instant, le dollar, il se fait nuquer. Et c'est une bonne chose parce que ça favorise aussi. Putain, il a pris une cartouche encore aujourd'hui ou... Ouais, ça Ouais, un petit continue peu. tranquillement, petit à petit. Bon, Il va ça aller, fait. En il va l'état, y ça aller fait à 100. plaisir. Il va y aller à 100, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, on le verra cette année à 100. Mais on remerciera l'UE pour les petites velléités guerrières et le fait de mettre une petite claque, etc. Mais d'ailleurs, ça devrait nous laisser aussi positif, je pense, à mi-terme, parce que typiquement des taux en Europe qui remontent très vite, etc., c'est pas du tout bon pour l'Europe, parce que l'Europe, elle est déjà endettée jusqu'à la moelle. C'est difficile pour eux déjà d'emprunter à des taux actuels, donc des taux qui sont en train de monter davantage. Je pense qu'à court terme, c'est plutôt le dollar se prend une petite claque à cause de ça, et qu'à terme, je pense que c'est surtout l'UE qui va en souffrir, et que derrière, les États-Unis pourront réembrayer et se remettre au centre de l'attention, parce qu'on se rendra compte que l'UE, en fait, elle est pas. Ok, bon, ils voulaient faire la guerre, c'est plutôt pas mal, hein, mais bon, on va pas aller très très loin avec des taux aussi élevés, et qu'on va peut-être se calmer aussi derrière. Donc, ça va être intéressant à suivre, mais encore une fois, un dollar qui baisse par rapport à un euro qui est un peu plus fort, ça devrait aussi nous laisser positif, et c'est un indicateur supplémentaire que on va plutôt dans un sens qui devrait nous favoriser plutôt que le contraire. En l'état, à court terme, ouais. Mm, À court terme, ouais. absolument. Après, là, pour aller un petit peu dans ton sens, c'est ce que tu disais justement sur AN+1, à quoi ça pourrait ressembler. Ce qu'il faudra surveiller, c'est est-ce que en gros le dollar, il va continuer d'amorcer sa chute le temps qu'en fait on digère ces bonnes choses et que ça puisse peut-être continuer d'envoyer une dernière fois les marchés à risque vraiment bien avant d'être peut-être. Et là, si ça se produit, qu'on se retrouve dans une situation où en fait les choses deviennent vraiment compliquées et passer en déflation sur un actif tel que le dollar, donc qui est la première monnaie mondiale, ça va avoir des répercussions absolument énormes. Et surtout sur les marchés à risque, qui, pour rappel, ressemblent à ça, quoi. Je veux dire, une parabole absolument dingue. Il y a bien longtemps aussi qu'on n'a pas eu, entre guillemets, de période de bear market assez prolongée. Mm. Si je t'exclus 2022, qui a été quand même à la fin en fait assez court. Mais le truc, c'est que ces dernières années, voilà, le stock market, bah, on l'a doublé de prix quasiment depuis le bottom en 2022. Donc, pouvoir prendre de la marge à la baisse, bah, c'est pas impossible. Et en fait, quand le stock market il dump, où est-ce qu'il va? Il va dans le dollar. Et un dollar déflationniste, c'est un dollar qui potentiellement est super fort. Et il sera auto-alimenté aussi par d'autres devises de l'extérieur. Parce que dans cet environnement-là, le maître roi, c'est le dollar. Et là, le risque, c'est qu'après avoir trouvé un bottom, tu te retrouves avec un dollar qui aille chercher des nouveaux hauts, en fait. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que le dollar se mesure toujours face à une autre monnaie, et que si le dollar va mal, les autres monnaies peuvent, dans un contexte général de déflation et de récession économique mondiale, les autres monnaies ne peuvent pas mieux se porter que le dollar. Donc, bah, fondamentalement, c'est le dollar qui reste roi des monnaies, plus l'or en termes d'actifs résistants. Mais
En termes de monnaie, de toute façon, c'est dollar ou rien. C'est ça. Et ça, c'est vrai qu'un dollar qui bottomerait peut-être dans cette région-là, les 100, 102, 100, j'en sais rien, tu vois, on verra un petit peu comment ça se passe, et qui repartirait à la hausse. Je sais pas si c'est dans le bingo card de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, quoi. Euh, Tiens, je vais aller faire un petit peu un tour sur le chat, on va voir ce qui dit. D'ailleurs, tiens, il y a une news aussi qui est tombée. Terminado qui nous relayait la news. Merci à toi, l'ami. C'est la BCE qui a baissé ses taux de 0,25 encore Mm. à nouveau. Donc peut-être qu'à court terme, ça va calmer un petit peu la chute. C'est vrai que le dollar, il a quand même bien nu que d'ici là. Shadowban, mon propre truc. Diversification Euh, Il y a crypto. Nico qui dit, je vais faire un prêt IMO en 2025, vous me faites flipper. Bah, j'ai envie de dire bah, après, en tant que franco-français, je crois que les taux, alors j'avoue que je monitore beaucoup moins les taux IMO français, mais je crois qu'à l'heure actuelle, c'est relativement OK. Enfin, disons que c'est des taux genre standard, je crois. Euh, donc, tu seras moins impacté par ce qu'on raconte là en termes éco, mais derrière, oui, il faut. Est-ce que tu peux pas te dire que tu attends peut-être 1 ou 2 années en te disant que peut-être tu auras des taux encore plus bas un peu plus tard, justement? Peut-être que si. Encore une fois, il y a pas de bonne réponse. C'est plutôt toi comment tu optimises ton capital et tes choix de vie. Si tu pars du principe que on part pas en récession, bah dans ce cas-là, ton primo il ira très bien. Si tu pars du principe que on peut avoir une récession, bah peut-être qu'attendre 1 ou 2 années supplémentaires et oui, je vois que tu marques en dessous un taux, ça se renégocie exactement. Si tu pars du principe qu'on peut avoir une récession à année plus un plus 2 etc., peut-être que c'est un bon arbitrage d'attendre un petit peu. Mais si jamais tu peux renégocier, évidemment, si tu peux renégocier ton taux et qu'on voit que peut-être qu'on reverra des taux à zéro en UE, fondamentalement, je veux dire, si on entre vraiment dans une récession, marasme économique, on devrait les revoir, les taux à zéro. Donc, sûrement que ça se renégocie, bien sûr. Oh, j'ai vu une news, j'ai flippé. J'ai vu une news de Watcher Guru, j'ai pris peur. C'est la crise, ça y est. Il y a Non, quoi non, là? c'est le cryptoxar David Sachs dit que le gouvernement américain a vendu 195 000 BTC. Là, je me dis, oh, 366 millions de dollars. Et après, il précise au cours de la décennie passée. Je dis, ah. Putain, Parce que on était, la on, news, elle m'a fait ouvrir grand les yeux, quoi. on était Mais assis du bear market. L'enfer. on était à ça près. Et en tout cas, oui, c'est vrai que c'est bien vrai ce que tu dis et aussi le portrait. Là, on parle beaucoup particulièrement des US, hein. En Mm, vrai, l'Europe, on est ralenti déjà depuis un petit moment, même si ça se mm, passe encore pas trop mal pour l'instant. Mais la spécificité, c'est qu'en Europe, tu n'as pas la même volatilité sur ton marché immobilier qu'aux États-Unis, où c'est vraiment beaucoup plus un système bah, déjà qui est basé sur des taux variables, voilà, des taux variables. Et donc, des fois, ça met des foyers dans la merde à mesure que si tu rentres en récession, ils perdent leur emploi, ils ont pris une mensualité qui a explosé, ils ont vraiment un peu la corde au cou. En France, on vit moins ces degrés d'intensité, même dans les périodes économiques compliquées, quoi. Donc, ce que tu disais, ça peut être totalement le coup. Un taux, ça se renégocie. Et peut-être si tu trouves une bonne affaire aujourd'hui, tu peux en profiter pour négocier avec un taux encore élevé, parce qu'il y a potentiellement aussi moins d'acheteurs qui sont présentables. Et le jour où les taux vaut mieux, tu peux les renégocier, quoi. Je rebondis le commentaire de Vito. Je mets un petit appel à la commune, mais c'est vrai qu'avec Aigri, on essaie vraiment de vous cook un joli poulet aujourd'hui. Donc, franchement, ceux qui apprécient le contenu, qui sont dans le live, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, à nous poser aussi vos questions si vous en avez. On se fera un plaisir d'y répondre. Et voilà, on a essayé de vous parler quand même brièvement de ce qu'il faut garder pour l'outlook plus ou moins moyen terme, long terme. Enfin, où est-ce que la trend essaie de nous emmener? Maintenant, l'enjeu, c'est de se dire, est-ce qu'on a vraiment cette possibilité, voilà, de rider, par exemple, ce cycle low dont je vous parlais un peu plus tôt, avoir déjà ce côté des hubs quelques mois, quelque chose qui, si se produit, les gars, il ne faudra pas que vous vous endormiez non plus au volant, in my opinion, et que vous commenciez à bien préparer vos sorties, à prendre des profits. Et bah, si on va vraiment dans ce scénario-là, garder une réserve de cash qui va avoir vocation à être là pour du plus ou moins long terme, entre guillemets, parce que vous allez potentiellement en avoir besoin, quoi. mm. Absolument. Et c'est quelque chose que je vais rappeler
beaucoup, enfin de manière très régulière, c'est que les prochaines fenêtres de sortie, il faudra vraiment pas les rater. Alors je sais que ça fera pas plaisir, je pense, à une majorité des gens qui espéraient faire x10, x20, etc., etc. Et cetera. Et peut-être des gens qui aujourd'hui sont peut-être à moins 50% sur un portefeuille, moins 30, etc. Je pense vraiment que ça va être décisif de surtout ne pas rentrer dans enfin, dans la psychologie des boulots indifférents où grosso modo on est en mode bah tranquille, je peux hold, je suis à peu près sûr que ça ira mieux dans 6 mois. Aujourd'hui, c'est vraiment de toute façon tu disais, hein, tous les 200 jours, on voit en fait tout le temps des événements qui viennent mettre un coup d'arrêt sur les marchés. Et il y a un jour où ces événements-là, ce seront les éléments décisifs, où en fait on aura rien derrière. Donc, est-ce qu'on va avoir sur cette année une hausse, deux hausses ou quoi, ou qu'est-ce? Encore une fois, les données, elles vont être à analyser en temps voulu. Moi, à mon avis, c'est que on a au moins une phase de hausse à court terme qu'on peut avoir, mais par contre, il faudra pas aller se dire, allez, je vais garder tout mon capital pendant l'été, je vais garder mes altcoins pendant toute l'année 2025, quoi qu'il advienne ou quoi qu'est-ce. Je pense vraiment que sur les prochaines phases de hausse, il va falloir vraiment faire son travail de prise de profit ou de prise de perte, ou de sortir de positions peut-être à break-even qui n'ont pas fonctionné, enfin, de préserver vraiment son capital. Je pense que avec tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission, je pense que le maître mot, c'est vraiment préservation du capital, encore plus que d'habitude. Les années précédentes, on avait pu faire à peu près n'importe quoi, ça va. Aujourd'hui, je me risquerais vraiment pas à garder des positions trop longtemps et des positions à risque non plus. Je pense qu'il y a vraiment un vrai travail à faire de ce côté-là. 100% d'accord. 100% d'accord. Déjà que je trouve qu'on le perçoit presque un petit peu en fait dans ce bull cycle, si tu veux, que ça coince à des endroits. Et pourquoi, par exemple, une des métriques principales, c'est les alts. Les alts qui ont vraiment du mal à fournir ce qu'elles fournissaient auparavant. Ça s'explique aussi par des facteurs de diminishing return, hein. Je veux dire, les market caps sont bien plus élevés, c'est beaucoup plus compliqué de faire bouger le bateau. Mais en même temps aussi, voilà, la santé financière des gens qui est compliquée. Et votre rôle dans ce qu'on essaie de vous dépeindre, bah, c'est d'essayer d'aborder le marché un petit peu de manière plus professionnelle et moins particulier. D'où le fait de vraiment penser à une stratégie de sortie et éventuellement voilà, de moins miser entre guillemets sur l'avidité et le fait que tout va se faire ce cycle. Parce que qui dit récession dit aussi opportunité de malade, les gars. Bien sûr, C'est absolument. une opportunité de malade, mais c'est la théorie du dernier survivant. C'est celui qui reste encore debout avec de l'argent qui peut potentiellement faire des emplettes de dingue et toutes catégories confondues. Immobilier, stocks, crypto, là, c'est le moment où voilà, tu peux potentiellement bénéficier vraiment d'une sérieuse entrée sur une variété de ces actifs. Mais la vraie condition à ça, c'est d'être capable de rester debout en fait dessus. Ça, voilà, c'est pour maintenant, entre guillemets, c'est l'après. C'est l'après ce qu'on vise maintenant. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. On n'est pas en mode perma-beariste non plus pour l'instant. On reste longue. On est toujours dans la partie. Et justement, Thomas, est-ce que tu veux reprendre la main un petit peu avec l'écran et nous parler du TGA un petit peu? Bien sûr. Du TGA, des effets assouplissants qu'on pourrait avoir à court terme, qui pourraient s'apparenter à du QE, mais qui ne sont pas du QE. Qui ne sont pas du QE. QE, notre QE. Pour ceux Exactement. qui sont Qui ont habitués la ref. des posts de Thomas on Markets, quelqu'un qui est hautement brillant et que je vous conseille de suivre si ce n'est pas encore le cas. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, enfin, Tout est bon. Ouais, si, moi de mon retour, je le vois et c'est tout bon. sur le live, c'est bon, il est passé. Donc le TGA qui est le Treasury General Account, le compte bancaire un peu du gouvernement américain, on peut aller... alors soit vous pouvez aller directement le regarder sur Fred Saint-Louis, etc. Vous tapez TGA US et vous allez avoir le site directement, ou alors vous l'avez aussi sur TradingView avec le ticker W Tregen. Donc, on va plutôt le regarder, moi, sur TradingView, c'est quelque chose, hop, comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, disons que dans la partie des liquidités
qu'on peut voir arriver à court terme qui ne sont pas du QE, mais qui pourtant pourraient nous soulager, c'est par exemple du coup, le TGA que je vous montre à l'écran, où historiquement, quand on a vu des baisses sur le TGA, donc quand le compte bancaire des États-Unis se vide, parce que par exemple, quand il faut injecter beaucoup de liquidités, on voit entre 2020 et 2021 injection massive, ou quand il y a comment, des problèmes sur le financement de la dette et qu'on arrive juste aux limites de ce que le gouvernement peut dépenser, on vient vider ce compte bancaire avant de trouver généralement des deals pour augmenter les dettes. Donc, pour le moment, sur le TGA, on était il y a 15 jours à 800 milliards à peu près de dollars sur ce compte. Et on voit petit à petit qu'on a déjà perdu depuis une quinzaine de jours euh, à peu près 120 milliards, quelque chose comme ça. Alors ça nous donne pas encore une tendance où on a vraiment cassé un niveau clé et qu'on dirait vraiment qu'on est en train d'amorcer une baisse violente. C'est plutôt un indicateur, mais ça nous montre que le gouvernement américain va plutôt aller injecter de la liquidité par ce mécanisme-là. Et quand on le met face à Bitcoin, alors attention à tous ceux qui n'aiment pas trop l'opium, faites attention à vos yeux. Tac. Si on le met face à Bitcoin, hop, juste ici, on voit que... Alors je vais peut-être changer la couleur de Bitcoin pour mettre une couleur qui flash un peu plus. Hop. J'aurais dû prendre un autre. Je vais prendre celui qui est un peu plus historique. Tac, je vais prendre le BLX plutôt. Tac. Hop. Disons que à chaque fois qu'on voit des injections de liquidité, alors qui sont corrélées des fois à du QE, des fois pas à du QE, c'est quand même des phases relativement haussières sur le marché. On voit ici ça baisse et techniquement c'est ce qui nous a aussi un petit peu permis de sortir du bear market. Donc la seule période où j'ai parfois plus de doutes sur les analyses, c'est à cette période entre la fin du bear market et le début du bull run 2023, où en fait on a vu la baisse et on a été plutôt dans un entre-deux, où on a vu une baisse puis hop on est reparti. Donc ça s'argumente, et après par le passé, même quand on était en 2016, des grandes baisses et des grandes montées qui sont allées avec, ici aussi. Tac. Donc si jamais on voit sur le TGA quelque chose de similaire à ça, couplé à tout ce qu'on répète depuis le début du stream, l'inflation qui commence à baisser, peut-être qu'on va avoir des baisses de taux qui vont arriver un petit peu plus vite, sans que ça devienne catastrophique et qu'on soit pas en scénario récession et que le marché ne prenne pas peur. Si on commence à voir un TGA qui baisse de cette manière, on pourrait imaginer quelque chose de relativement haussier sur Bitcoin. En tout cas, c'est pas déconnant. Enfin, historiquement, ça a été relativement corrélé parce que c'est de l'injection de liquidité, alors qui sera temporaire, parce qu'un compte bancaire, c'est comme votre compte bancaire perso. Si vous le videz, vous aimez bien le remplir derrière. Donc on pourrait voir une baisse, une hausse, de nouveau une baisse. Alors je suis parti dans des chiffres qui sont un peu cata, mais typiquement ce genre de choses. Je sais que Thomas on Market part du principe qu'on aura un espèce d'escalier, parce qu'entre-temps, on aura des saisons des impôts, ce qui rajoutera du cash dans la balance. Mais bon, d'ici là, je veux dire, on va déjà essayer de voir une première baisse s'amorcer pour essayer d'être positif. Mais entre ça, l'inflation, les potentielles baisses de taux qui arrivent, je continue de penser qu'on a vraiment des catalyseurs à court terme qui peuvent nous soulager. Et encore une fois, ce genre de données, ça s'actualise en permanence et il ne faut pas être bloqué dans son esprit en se disant on est ultra bull, etc. C'est vraiment un travail constant d'analyse. Donc voilà un petit peu pour cette relation. Je ne sais pas si les gens ont des questions par rapport à ça. Mmh, pas tant. Pas tant, pas tant, mais en tout cas, ça fait plaisir à voir parce que c'est ce qui va nous concerner, en tout cas à plus ou moins court terme. Et ce TGA, cette potentielle injection de liquidité, en fait, fera que perpétrer ce qu'on a vu sur ce cycle. Et c'est là aussi, attention, les biais préconçus, parce que en gros, il y en a pour beaucoup, être sur des taux élevés, c'est pas une période où tu peux faire un bull run. Au final, tu regardes ce qui s'est passé en bourse. On a fait un super bull run, et c'est parce qu'il y a plein de mécanismes en fait qui nous ont accompagnés aussi au fur et à mesure de ce cycle. On a eu les BTFP un peu plus tôt. On a là le TGA qui pourrait être sur le point d'arriver. Il faudra surveiller quand même peut-être un petit peu la manière dont c'est injecté. Je sais que ça, c'est quelque chose qui mentionnait aussi Thomas, dans le sens, en fait, c'est de l'argent qui va retourner dans les réseaux bancaires tradis. Et là, qu'est-ce que les banques, en gros, comment elles vont utiliser aussi un petit peu ce capital, dans le sens, est-ce que ça va pas revenir recharger, reloader un petit peu le reverse repo?
Je sais pas C'est si tu as ça. un take toi un petit peu là-dessus? Si, si, bah, je regarde un peu ce qu'il fait, Thomas. Alors j'avoue que on rentre dans des considérations qui commencent à être un peu trop complexes pour. Enfin, c'est ultra intéressant à regarder, hein, mais le fait de dire qu'on va prendre l'argent d'un endroit et qu'en fait on n'est pas sûr à 100% que ça parte directement dans l'économie et que ça peut un peu stagner dans le RRP et que disons que ce qu'on enlève d'un endroit ça va dans un autre et que le marché le voit jamais vraiment tout de suite. C'est quelque chose qui est ultra intéressant à regarder. J'avoue que je le monitore, mais ma take là-dessus, c'est de me dire que même si à court terme, ça peut prendre un peu plus de temps pour se mettre en place, le gouvernement américain va dans tous les cas manquer d'argent. Donc, ils vont aller piocher là où ils peuvent et ils vont, dans tous les cas, devoir faire tourner les dépenses d'un gouvernement standard. Donc, il y a un moment où ils n'auront pas le choix. Donc, disons que ça peut plus ou moins prendre, ça peut se décaler de quelques semaines. Le fait de voir un TGA qui baisse, ça peut être un petit peu plus long. C'est pas des réactions qui sont instantanées en fonction de ce que ou d'où est-ce que va l'argent. Mais disons à horizon 1 ou 2 mois, je pense que cet argent, dans tous les cas, finira dans l'économie parce que il y aura juste pas le choix. En tout cas, jusqu'à temps que le gouvernement américain trouve un nouvel accord sur sa dette qui arrivera pendant l'été. Donc, ce sera quelque chose à suivre de ce côté-là, mais disons que les considérations plus court-termistes, je les surveille, mais je pense qu'elles sont un petit peu superflues dans l'analyse qu'on peut en tirer. En tout cas, c'est Mmh. mon avis. Ouais, c'est compliqué de se dire, l'argent il va aller là avec, 2 étapes d'avance. Déjà laissons-le arriver quelque part. C'est vrai que quand on monitor là en l'état actuel des choses le RRP, on est toujours dans la continuité de cette tendance baissière. Oui, il y a eu un petit rebond la semaine dernière, mais il a déjà été regommé de presque moitié en fait. Donc à garder sous surveillance. De toute façon, Mm. ceux qui me suivent, ceux qui suivent Aigri pareillement, je pense que voilà, vous le savez. Et puis dans tous les cas, si jamais ça bouge de ce côté-là, je pense que l'un et l'autre, on manquera pas de vous en parler. Pour ma part, Aigri, bah, moi je t'ai posé à peu près les questions que j'avais. Est-ce qu'il y avait des points que tu voulais aborder avec nous en plus de tout cela? Non, on a parlé inflation, on a parlé données éco, on a même parlé du CME FedWatch. Mm. Euh, donc, on a plutôt parlé de tout. Peut-être juste en conclusion, pour un peu donner notre vision du marché à court et moyen terme. Évidemment que je vais m'inscrire moi dans la logique de dire que on va voir prochainement une phase haussière. Euh, Phase haussière qui peut être qui sera jamais fulgurante. Ce sera jamais quelque chose comme en 2017, comme en 2021, mais disons des choses comme on a vu déjà depuis le début du cycle où on pump pendant 3 4 mois de manière sympa. Il y a des profits à prendre et il faudra les prendre. Pour moi, à court terme, c'est ce qu'on est le plus susceptible de voir, sauf si vraiment on a vraiment un marché qui commence à prendre peur, à se dire qu'on est rentré en récession, etc., etc. Pour le moment, c'est pas encore le cas, hein. Enfin, en tout cas, je pense qu'on a encore de la marge dans ce sens-là. C'est évidemment à monitorer. Et après, par contre, à moyen à long terme, comme je disais, à année plus un, je serais beaucoup plus conservateur et je conseillerais, même si chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais là, un conseil que je dirais à un ami, ce serait vraiment de faire attention à sa liquidité parce que les phases de correction risquent d'être vraiment violentes. Donc, sur les prochaines phases de hausse, peut-être être moins grisier, moins vouloir aller chercher des fois 10, des fois 20 et être millionnaire demain, et plutôt protéger son capital plutôt que simplement se dire que ça sera linéaire parce que, encore une fois, comme tu le disais très bien sur ton cycle low, je pense que on reverra des phases de correction, en tout cas à minima une à, sur l'année, et que ce sera important d'avoir du cash de disponible, et même si jamais on doit enfoncer des niveaux qui commencent à être beaucoup plus inquiétants et qu'on a vraiment une peur de la récession qui arrive de manière beaucoup plus concrète, de vraiment avoir gardé son cash de côté et de se dire qu'on est protégé contre les variations de marché, ça va être ultra important, même vous, pour votre santé mentale en tant qu'investisseur. Bah, c'est une très très belle outro et je pense que voilà, vous avez un bon résumé de ce qu'il faut garder en tête. Et Gris, je te laisse le petit mot de la fin, puis on va replier le format.
Eh bien, merci déjà pour l'invite. C'est toujours très cool de parler de macro et de parler de macro avec quelqu'un qui aime la macro autant que je l'apprécie. C'était vraiment très cool. J'espère que les gens dans le chat ont apprécié le format. De toute façon, Mo, je t'inviterai sur Decrypted après que la Fed ait mis à jour son inflation et on regardera un petit peu les datas d'ici la semaine prochaine. Et puis quoi d'autre? Vive Wen, abonnez-vous à Wen, suivez Wen parce que c'est du très bon travail. Il y a plein d'émissions qui sont intéressantes. Et merci infiniment pour l'invitation. Et capital is king, donc préservez votre capital.